Salam alaikum. Ok, donc on va essayer de continuer. Donc vous voyez le partage, vous avez la présentation devant vous. Oui, madame. Donc on va essayer de continuer cette partie relative au métabolisme de la photosynthèse. Et donc aujourd'hui, on va parler des plantes C3, des plantes C4 et des plantes CAM. Donc qu'est-ce que c'est que les plantes C3, qu'est-ce que c'est que les plantes C4 et comment on peut définir les plantes CAM. Donc les plantes C4, c'est des plantes qui, en assimilant le CO2, le premier composé suite à l'assimilation de CO2 est un composé à 4 carbones. D'accord? Ce qu'on a vu, la partie qu'on a vue hier, les plantes, en assimilant le CO2 dans le cycle de Calvin, donc le premier substrat, on a dit c'est le ribulose 1,5-biphosphate. Ce ribulose, donc, et on va carboxyler sur ribulose 1,5-biphosphate grâce à l'enzyme Rubisco. Et suite à une réduction, on produit un triose. Un triose, c'est un composé à 3 carbones. Donc hier, on a vu le métabolisme des plantes C3, dire que le premier composé obtenu suite à l'assimilation du CO2, c'est un composé à 3 carbones. Donc on va les appeler des plantes C3. Aujourd'hui, on va voir les plantes en C4. Les plantes en C4, c'est des plantes qui vont donc produire, en assimilant le CO2, un composé à 4 carbones. Donc, c'est des plantes comme le maïs, le sorgho, la canne à sucre, qui sont adaptées au climat, qui sont tempérés, donc où il y a une température avec une humidité élevée. Caractéristiques, donc on va essayer de caractériser ces plantes anatomiquement, biochimiquement, et on va voir euh, quelle est la différence entre les plantes C3 et les plantes C4. Donc, sur le plan anatomique, ça veut dire sur le plan des tissus. Lorsqu'on va faire des coupes, qu'est-ce qu'on va observer? Il y a deux types de cellules qui assimilent le CO2 chez ces plantes C4. Donc, on a deux types de cellules. Des cellules de mésophile et des cellules de la gaine périvasculaire. Qu'est-ce que c'est que le mésophile? Donc, le mésophile, c'est ce parenchyme cortical. Au niveau de la feuille, il y a les vaisseaux, donc le xylème, le phloème. Il y a ce qu'on appelle la gaine périvasculaire, un parenchyme qui va entourer ces vaisseaux conducteurs. Et il y a le parenchyme normalement cortical qu'on appelle le mésophile. Donc chez les plantes C3, l'assimilation se fait au niveau de mésophile. Donc il n'y a pas de chloroplaste au niveau de la gaine périvasculaire. Alors que chez les plantes C4, on va voir, il y a des chloroplastes au niveau de la gaine périvasculaire. Et donc l'assimilation se fait au niveau du mésophile et au niveau de la gaine périvasculaire. Donc première distinction entre les plantes C3 et les plantes C4. Donc une distinction anatomique, une différence anatomique. Une différence structurale, ça veut dire on va encore entrer à l'intérieur de la cellule. Ça, c'était les tissus, au niveau des tissus. Donc l'anatomie, c'est au niveau des tissus. On a fait des coupes et on a remarqué ça. Maintenant, à l'intérieur de ces tissus, lorsqu'on va comparer des cellules de la gaine périvasculaire avec des cellules du mésophile, on va voir des différences également. Donc, le chloroplaste de mésophile, lorsqu'on va l'observer en microscopie électronique à transmission, la structure, elle est classique. Le chloroplaste contient de nombreux thylakoïdes empilés en granat. Donc ça, c'est la structure classique du chloroplaste qu'on a vu hier. Par contre, le chloroplaste de la gaine ne contient pas de granat, mais seulement de longs thylakoïdes non empilés. Donc, il y a
d'éthylaquide qui ne sont pas empilés, donc très peu de granats ou pas de granats. Et puis, on va voir quelle est la conséquence de ces différences anatomiques et ces différences structurales. Et il y a bien sûr des différences biochimiques. Les chloroplastes des cellules de mésophiles contiennent des granats et réalisent la photosynthèse acyclique avec production d'ATP, de NADPH et libération d'oxygène. Mais ne possèdent que peu de rubisco et ne font donc pas l'incorporation C3. Ces cellules sont riches en phosphoénol pyruvate carboxylase. Donc, à l'opposé des plantes C3, les cellules de mésophiles pour les plantes C4, ils vont faire la phase claire, c'est-à-dire l'excitation des pigments, la production d'ATP, de NADPH, la libération d'oxygène, mais ils ne possèdent que peu de rubisco. Ça veut dire que le cycle de Calvin, ils n'ont pas de cycle de Calvin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont assimiler le CO2, mais ils vont l'assimiler grâce à une autre enzyme, qui est la phosphoénol pyruvate carboxylase, et non pas la rubisco. Les chloroplastes des cellules de la gaine contiennent des thylakoïdes simples, non réunis en granats, ça veut dire qu'ils ne possèdent que peu de photosystème 2 et donc réalisent la photosynthèse cyclique sans production d'oxygène. Par contre, il contient la rubisco qui fonctionne en carboxylase. Donc, je reviens là. Ils ont deux cellules qui assimilent le CO2. Des cellules du mésophile et des cellules du granat. Au niveau du mésophile, normal, ils ont des thylakoïdes, ils ont tout. Ils font donc la phase claire. Et il y a, normalement, production d'ATP, NADPH, libération d'oxygène, mais ils ne possèdent pas de rubisco. Donc, il n'y a pas de cycle de Calvin. Ils ont une autre enzyme liée à la phosphoénol pyruvate carboxylase. Là, les cellules de granat, donc, le photosystème 2, au niveau des thylakoïdes, il n'y a que le photosystème 1, donc, qui va produire l'ATP pour le cycle de Calvin. Mais ils ont la rubisco, donc le cycle de Calvin va se dérouler au niveau des cellules de la gaine. Donc, les chloroplastes des cellules de mésophile, Donc, là, si on va voir qu'est-ce qui se passe du point de vue métabolisme. Au niveau de mésophile, il n'y a pas de rubisco. Donc, la phosphoénol pyruvate carboxylase, il va assimiler le CO2, il va carboxyler le phosphoénol pyruvate. Donc, phosphoénol pyruvate carboxylase, le ribulose 1,5 biphosphate carboxylase, là, c'est le phosphoénol pyruvate carboxylase qui est un composé à 3 carbones. En assimilant le CO2, il va produire un acide AC4. Normalement, c'est l'oxaloacétate. Cet acide, il sera transporté vers les cellules de la gaine pérévasculaire où il y a le cycle de Calvin. Il va être décarboxylé. Il va libérer le CO2 qui va être capté par la rubisco et le phosphoénol pyruvate, il va revenir au niveau du mésophile pour régénérer le phosphoénol pyruvate. Le CO2 utilisé par la rubisco dans les cellules de la gaine va entrer donc dans le cycle de Calvin. Donc, c'est un métabolisme qui est découplé dans l'espace. Donc, on a deux endroits où on a l'assimilation de CO2. Donc, un découplement dans l'espace. Et on va voir pour les plantes C4 qu'on a un découplement dans le temps. Donc, il y a très peu ou pas de photorespiration là, on va le voir par la suite. Mais c'est un coût énergétique qui est beaucoup plus important parce qu'on a deux réactions enzymatiques qui, normalement, assimilent le CO2 et donc ils sont consommatrices de l'ATP. Vous vous rappelez, hier, on a dit que là, ça consomme 18 ATP. Là, on a 12 ATP de plus, donc 30 ATP, 18 pour les plantes C3,
30 donc pour les plantes C4. Donc, je reviens le schéma. Donc, on a dit au niveau de mésophile, il n'y a pas la rubisco. Au niveau de la gaine, on a la rubisco. Là, ils ne possèdent pas de grana. Donc, ils n'ont pas de photosystème 2. Donc, la réaction, normalement, d'excitation des pigments photosynthétiques se fait uniquement au niveau de photosystème 1. Donc, on n'a pas le transport acyclique des électrons. Là, au contraire, on a le transport acyclique, mais on n'a pas le cycle de Calvin. Donc là, l'enzyme qui va assimiler le CO2, c'est la phosphoénol pyruvate carboxylase, qui va produire une molécule à 4 carbones, un acide C4, qui va être transporté, décarboxylé, c'est-à-dire il va libérer le CO2 qui va entrer le cycle de Calvin. Donc, ça permet quoi? Ça permet de concentrer le CO2 dans les cellules de la gaine. Donc, il y a deux systèmes enzymatiques qui fonctionnent. Là, ça permet de capter le CO2 de l'atmosphère et de le faire entrer, de le mettre à la disposition de cycle de Calvin. Donc, dans les cellules de la gaine, comme pour les C3, 3 ATP et 2 NADPH par molécule de CO2 assimilé. Dans les cellules de mésophile, il y a besoin de 2 ATP supplémentaires pour régénérer le phosphoénol pyruvate à partir de pyruvate. Donc, au total, il faut 5 ATP et 2 NADPH par molécule de CO2 assimilé. C'est ce qui va nous donner 30 ATP, 12 NADPH pour la synthèse d'une molécule de glucose. D'accord? Donc, je reviens. Ils sont découplés dans l'espace. Deux endroits où se fait l'assimilation du CO2, du carbone. On va voir les plantes CAM, crassulaceae acide métabolisme. Donc, les plantes, les crassulaceae qui ont un métabolisme acide. Donc, c'est pourquoi donc, on les appelle, donc c'est une abréviation de crassulaceae acide métabolisme. Donc, CAM. Ce sont des plantes qui sont adaptées au climat aride sec. Donc, donc, c'est des plantes grasses ou succulentes à feuilles généralement charnues qui stockent de l'eau dans les vacuoles pour faire face aux périodes de sécheresse. Donc, exemple, les cactus qui comptent parmi eux à peu près 2000 et plus espèces, l'ananas, vanille, etc. Donc, ces plantes qui vivent dans des climats qui sont arides et secs, donc, ils ne peuvent pas ouvrir leur stomac la journée parce qu'il fait très chaud et sec, donc ils vont perdre l'eau. Donc, pour limiter les pertes d'eau par transpiration, ils vont fermer les stomates. Mais en fermant les stomates également, ils empêchent l'entrée de CO2 pour la photosynthèse. Donc, ces plantes, ils ont besoin de faire la photosynthèse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent au contraire leur stomate la nuit pour assimiler le CO2 la nuit. Donc, ouverture des stomates la nuit et la fermeture le jour. Donc là, c'est un phénomène, normalement un métabolisme qui est découplé dans le temps. Il ouvre la nuit, il ferme la journée. Donc là, vous voyez les autres plantes qui ouvrent la journée, ils ferment la nuit. Les crassulaceae, c'est le contraire. D'accord? Donc, on va voir ce métabolisme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, les stomates, ils sont ouverts. Donc, assimilation du CO2 par la phosphoénol pyruvate carboxylase. Pareil. Donc, il y a l'oxaloacétate qui est formé et qui va donner l'acide malique. Cet acide malique, il sera stocké dans la vacuole. Transport et accumulation dans la vacuole. Et en fin de nuit, les feuilles sont légèrement acides. C'est pourquoi on les appelle des plantes CAM. Ils ont un métabolisme acide. Donc, ils vont stocker l'acide malique ou le malate au niveau de la vacuole. Le jour, les stomates, ils sont fermés.
l'acide malique il va sortir, il y aura une décarboxylation pour donner une molécule à 3 carbones et le CO2. Et ce CO2 sera utilisé par la Robisco au niveau du cycle de Calvin, synthèse d'amidon et de saccharose. Donc, là, les réactions qui se passent la journée, c'est des réactions normales. La photosynthèse normale avec les deux phases, la phase claire ou la phase sombre. Donc, il y avait un problème de CO2 pour le cycle de Calvin puisque les stomates sont fermés pendant la journée. Donc, au fait, la plante, il fait sortir le malate, il le décarboxyle, décarboxylation pour former le pyruvate plus le CO2. Le CO2 il sera utilisé par le cycle de Calvin. Donc, la différence entre les plantes CAM et les plantes C3, c'est uniquement l'assimilation du carbone. L'assimilation du carbone atmosphérique se fait grâce à la phosphoénol pyruvate carboxylase la nuit. Il y aura la formation du malate. C'est comme les plantes C4. Le premier composé, c'est l'oxaloacétate qui se transforme en acide malique et il est stocké pendant la nuit. La journée, il va sortir de la vacuole et il sera décarboxylé pour produire le CO2 qui sera utilisé par le cycle de Calvin. Donc, le métabolisme photosynthétique des CAM, il est découplé dans le temps. D'accord? Est-ce que vous avez compris les deux différences? Donc, quelqu'un peut-il me dire quelle est la différence entre les plantes C4 et les plantes CAM? Les plantes C4, mais chez les plantes 3, les plantes C4 et les plantes CAM. Madame, Oui, pour les plantes C4, on a l'ouverture et les fermetures des stomates est normale. Le jour, les stomates ouverts et la nuit, les stomates fermés. très bien. Et pour les plantes CAM, l'inverse. OK, oui, très bien. Ça, c'est la différence. Deuxième Ça, c'est différence. la deuxième différence pour les plantes C4, elle a prendre le CO2 normalement à partir de l'atmosphère. Oui, Non, mais pour les plantes CAM, elle a pendant la nuit, elle a stocké l'acide. Malik. Non, mais Mon- toutes les plantes, ils assimilent le CO2 atmosphérique, d'accord? Que ce soit les plantes C3, les plantes C4 ou là, les plantes CAM. Ils assimilent le CO2 atmosphérique. Donc, c'est un point commun bien les C4 ou les plantes CAM. Ils ont toutes les deux عندهم la phosphoénol pyruvate carboxylase donc, qui permet quoi? Qui permet d'assimiler le CO2. La différence, c'est que pour les plantes CAM, elles ont un seul endroit où se fait l'assimilation. C'est le mésophile. L'assimilation, il se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'assimilation de CO2 atmosphérique par la phosphoénol pyruvate carboxylase la nuit. Ou le jour, il y a la Rubisco qui fonctionne, donc normal, mais dans le même endroit. Par contre, les plantes C4, il se fait en même temps, mais en deux endroits différents. D'accord? Donc, les réactions réactions enzymatiques qui sont les mêmes. عندهم la phosphoénol pyruvate carboxylase, عندهم la Rubisco, au contraire des plantes C3 qui ne possèdent pas la phosphoénol pyruvate carboxylase. Ils n'ont que la Rubisco. Donc, le coût énergétique il est beaucoup plus faible pour les plantes C3, alors que pour les plantes C4 et les plantes 4, le coût énergétique est plus important. Pour produire une molécule de glucose, on a besoin de 30 ATP. D'accord? Donc, le métabolisme photosynthétique des plantes CAM, il est découplé dans le temps. Le métabolisme des plantes C4, il est découplé dans l'espace. Tous les deux métabolismes sont consommateurs de l'énergie, un coût énergétique beaucoup plus important que pour les plantes C3. Donc là, on va essayer de voir quels sont les facteurs qui vont influencer la photosynthèse.
Donc là, on a vu la photosynthèse, il se déroule où? On a vu le métabolisme de cette photosynthèse. Et là, on va voir quels sont les facteurs qui vont influencer la photosynthèse. Donc, le premier facteur, c'est la lumière. Le deuxième facteur, c'est le CO2, la source d'énergie, puisque on a dit que la photosynthèse, c'est la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Donc, la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de photosynthèse. Donc, le CO2, puisque la photosynthèse, normalement, c'est une consommation, c'est une assimilation de CO2. Donc, la source de carbone. La température, le statut hydrique et minéral de la plante, tout ce qui va influencer l'ouverture et la fermeture de stomate va influencer la photosynthèse, puisque le CO2, il pénètre par les stomates. Et donc, tout ce qui va influencer l'ouverture et la fermeture de ces stomates va influencer la photosynthèse. D'accord? Donc, lumière, CO2, ça, c'est les facteurs les plus importants. La température, le statut hydrique et minéral également joue un rôle très important puisque c'est par les stomates qu'on a l'assimilation du CO2 atmosphérique. Donc, on va commencer par l'influence de la lumière. Donc, il y a ce qu'on appelle l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Donc, l'aspect qualitatif, c'est-à-dire quel type de radiation? Est-ce qu'on a les radiations actives entre 400 et 700? Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des pigments photosynthétiques, je vais essayer de revenir au spectre d'absorption de ces pigments. Là, et vous voyez que le maximum d'absorption de la lumière, ça se situe entre 400 et 700 pour les chlorophylles A et B, entre 400 et 500 et quelques pour les caroténoïdes. Donc, pour faire la photosynthèse, on a besoin de ces radiations. Donc, qualitativement, ça veut dire les longueurs d'onde. Donc, c'est ce qu'on appelle les radiations photosynthétiques actives entre 400 et 700 nanomètres. Et puis, il y a l'aspect quantitatif, c'est-à-dire la quantité, le pourcentage de la lumière. Donc, 1 à 3% uniquement de la lumière solaire est utilisée par la photosynthèse. Les autres, ils sont normalement dissipés sous forme de chaleur. Donc, réflexion, on a la transmission, on a chaleur, évaporation, il y a une quantité qui n'est pas absorbée. Donc, ce qui est utilisé pour la photosynthèse, c'est uniquement 1 à 3%. Donc, la quantité de la lumière, c'est uniquement ça. D'accord? Donc, la lumière, on a l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Donc, on va passer à une comparaison des plantes C3 et plantes C4. Donc là, je vous montre donc un graphe où on a ordonné l'intensité photosynthétique en fonction de la lumière. Donc, puisqu'on va étudier l'effet de la lumière sur la photosynthèse, donc on a ordonné ce qu'on veut étudier, il y a l'intensité photosynthétique en fonction de la lumière, en fonction de l'intensité lumineuse. Et là, vous voyez que lorsque les longueurs d'onde sont inférieures à 400 nanomètres, donc là, vous voyez, la lumière est un facteur limitant. Donc, qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est qu'un facteur limitant? On en a parlé lorsqu'on a étudié la nutrition minérale. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur limitant? Quand est-ce qu'on parle d'un facteur limitant? Madame, Oui, c'est un facteur limite le rendement d'un processus physiologique. très bien. Très bien. Donc, c'est un facteur qui va limiter le déroulement d'un processus physiologique. Donc là, le processus physiologique qu'on est en train d'étudier, c'est la photosynthèse. D'accord? Et donc, ce qui va limiter la photosynthèse, là, c'est la lumière. Ça veut dire lorsqu'on va augmenter l'intensité lumineuse, l'intensité photosynthétique va augmenter jusqu'à arriver à un stade où cette lumière n'est plus limitante. Donc là, vous voyez au niveau de ce point où on a normalement
l'intensité photosynthétique est égale à 0. C'est ce qu'on appelle le point de compensation. Là où on a la respiration, c'est ce qu'on a là, puisque là, on est à l'obscurité, et là, la lumière, pardon. Donc, là, elle ne démarre que arriver à un certain point. Donc, le point de compensation là, c'est là où on a la photosynthèse est égale à la respiration. Donc, c'est pourquoi on compense. Donc, la respiration compense la photosynthèse. Donc, elle démarre à 0. Là où démarre la photosynthèse, on l'appelle le point de compensation pour la lumière, parce qu'on va voir par la suite le point de compensation pour le CO2. Donc, le point de compensation, c'est là où démarre la photosynthèse. Arrivé à un point où la lumière n'est plus facteur limitant, ce qui va limiter le déroulement de la photosynthèse, ça va être la disponibilité du carbone, puisque la photosynthèse, c'est quoi? On a deux phases, phase claire, où on a normalement utilisation de la lumière, et phase sombre, où on a l'assimilation de CO2. Donc, du moment que là, la lumière n'est plus facteur limitant, donc on a assez de lumière pour le déroulement de la phase claire, c'est-à-dire pour l'excitation des pigments photosynthétiques. Donc, ce qui va être limitant pour la photosynthèse, c'est le CO2, c'est-à-dire la disponibilité en CO2. Là, on va, donc pour comparer entre les plantes C3 et les plantes C4, on a dit tout à l'heure que les plantes C4, pour les plantes C4, on a deux endroits où se fait l'assimilation du CO2, au niveau du mésophile et au niveau de la gaine périvasculaire, où il y a le cycle de Calvin. Donc là, vous voyez le point de compensation, il est le même pour les deux plantes, C3 et C4, c'est-à-dire que la lumière, il est limitante de la même façon pour le C3 et le C4. Ce qui va différer, c'est que c'est le C4. Ça veut dire que là, pour les plantes C3, on va atteindre un seuil facilement. C'est-à-dire que le cycle de Calvin, il tourne. Il assimile une molécule de CO2, suite une autre molécule. On a besoin de régénérer le rébusco. Donc, il faut que le cycle se déroule en entier pour consommer une autre molécule de CO2. Donc là, on va atteindre le maximum de l'intensité photosynthétique, normalement, à des concentrations qui sont beaucoup plus faibles que le C4LH, parce que les plantes C4, ils vont prendre le CO2 atmosphérique par la phosphoénol pyruvate, ils vont attendre. Donc, à chaque fois, ils vont consommer. Donc, lorsqu'on va mesurer la concentration, le nombre de molécules de CO2 absorbées, on va trouver que ce nombre, il est beaucoup plus important à LH parce qu'elle a une autre enzyme qui, normalement, assimile liée à la phosphoénol pyruvate. Donc, la concentration en CO2 n'est pas limitante. Donc, à des concentrations très faibles, le cycle de Calvin peut commencer à travailler et il n'y a pas de saturation à forte lumière. Mais à forte lumière, on a la saturation, on a la concentration de CO2 qui est limitée. Donc, on va comparer d'abord, puisque on va voir l'allure de la courbe. Vous voyez que là, on atteint le maximum, alors que là, on est obligé de نمشيو حتى الآخر. La phase هي فيش كتكون limitant. La lumière est limitante de la même façon, mais là, le CO2 limitant, qu'il y a une grande différence entre C3 et C4, puisque les plantes C4, ils sont plus efficaces, ils concentrent le CO2, donc là, on attend le maximum, on va atteindre le maximum. Donc, on va voir des plantes où on aura des différences à le point de compensation. Donc, les plantes d'ombre ou les plantes de soleil. On appelle des plantes d'ombre. Donc, c'est des plantes qui poussent à l'ombre. Et des plantes de soleil, c'est des plantes qui ont besoin d'être au soleil pour croître et se développer. Pour les plantes donc d'ombre, c'est ce que vous avez là en rose. Vous voyez
point de compensation, il est très faible. Il y a des intensités lumineuses qui sont très faibles, la photosynthèse, elle démarre. Donc, là, le point de compensation, l'intensité de compensation, elle est très faible. Donc, la respiration, elle est moins importante puisque, là, vous voyez, on démarre la photosynthèse à des intensités plus faibles. La saturation, elle est atteinte pour une faible intensité. On atteint la saturation. Pourquoi? Parce que les plantes d'ombre, vous pouvez comparer des plantes d'ombre, ils sont beaucoup plus vertes, elles ont plus de chlorophylle. Donc, ils captent le maximum de lumière. Donc, là, c'est des plantes qui ne sont pas adaptées au fort éclairement. Donc, s'il y a un fort éclairement, ça veut dire une intensité lumineuse qui est très importante, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils ont beaucoup de pigments qui captent qui sont excités par la lumière, les pigments qui sont excités, en revenant l'état fondamental, le S2, le S1, qu'est-ce qu'ils libèrent? Ils vont libérer de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur, elle peut endommager l'appareil photosynthétique, les photosystèmes 2, les photosystèmes 1. Donc, ils ne peuvent pas supporter des forts éclairements. Si on prend une plante d'ombre et on la met au soleil, elle va mourir, parce que l'appareil photosynthétique il sera endommagé, donc ce qu'on appelle une photoinhibition. D'accord? Donc, la différence entre les plantes d'ombre et les plantes de soleil, à triplex, c'est que le point de compensation il est beaucoup plus faible pour les plantes d'ombre. C'est dû à quoi? C'est dû à ce que normalement, il contient plus de chlorophylle. Est-ce que c'est clair? Le point de la lumière, la qualité, la quantité de lumière. Donc, lorsqu'on parle de la qualité, c'est les radiations. Lorsqu'on va parler de la quantité, on va parler de le pourcentage de l'ensoleillement, de la lumière. On va passer maintenant à l'influence de la concentration en CO2. Donc, dans l'atmosphère, on a à peu près 0,037% de CO2. Le point de compensation pour le CO2, toujours le point de compensation pour la photosynthèse, c'est là où la photosynthèse égale la respiration, c'est ce que j'ai noté là. Les échanges nets de CO2 de la plante sont nuls. L'intensité photosynthétique est égale à l'intensité respiratoire. Donc là, on va comparer des plantes C3 et des plantes C4. Donc, pour le CO2, la photosynthèse, elle démarre à des concentrations qui sont très faibles. Par contre, pour les plantes C3, elle a besoin de plus de CO2. Donc, là, vous voyez le point de compensation très faible par rapport les plantes C3. Donc, le point de compensation elle est élevé, la concentration de CO2 dans les cellules de la gaine périvasculaire, donc c'est un point de compensation qui est très bas. Le maximum, il est atteint pour des concentrations très faibles, alors que là, maximum atteint pour des concentrations qui sont beaucoup plus importantes, entre 1000 et 1500 ppm. Donc là, aux fortes concentrations de CO2, le recyclage de Rubisco devient le facteur limitant. Donc là, vous voyez le CO2 limitant parce qu'on a l'activité de la Rubisco. On attend que la Rubisco fonctionne. Pour que la Rubisco fonctionne, on doit régénérer le rubulose 1,5-biphosphate. Donc là, le CO2, il est limitant. Là, le CO2 limitant fait la phase au bed, le recyclage, il est limitant. Ça veut dire quoi? Là, c'est pour les plantes C3. Et là. Parce que là, les concentrations de CO2, ils sont limitantes. Là, les concentrations ne sont pas limitantes parce que d'ailleurs, on a le CO2. À des faibles concentrations, la plante, il va prendre donc les faibles concentrations, il va les concentrer, les mettre à la disposition de la Rubisco. Et là, donc, la plante, elle a besoin d'attendre
que le cycle tourne, démarrer un autre cycle. Donc, là, ce qui va être limitant, c'est le recyclage de ribulose 1,5-biphosphate. D'accord? Donc, là, ce qui est à retenir, c'est que le point de compensation pour le CO2, il est beaucoup plus faible pour les plantes C4 et le C3. Par contre, pour la lumière, ils ont le même point de compensation. Pour la lumière, que ce soit des plantes C3 ou des plantes C4, le même point de compensation. Ce qui va différer, c'est l'allure, quand est-ce qu'on va atteindre. Et là, l'axe des abscisses, il est différent. Là, l'axe des abscisses, c'est les concentrations de CO2. Par contre, là, quand on a l'intensité lumineuse. Donc, les plantes C4, ils sont beaucoup plus efficaces. Là, vous voyez le nombre, puisque l'intensité photosynthétique, comment on la mesure, comment on la quantifie, c'est en nombre de CO2 absorbé ou là de l'oxygène émis par surface végétale, par matière végétale, par temps. Donc le CO2, micromole de CO2 par mètre carré par seconde. Donc il y a le CO2 assimilé. Vous voyez, lorsqu'on va comparer là, les micromoles, là, on est à 20. Là, vous voyez, donc, la concentration du CO2, toujours, le CO2 il est limitant, toujours pour les plantes C3. Par contre, pour les plantes C4, mais qu'est-ce qu'on est limitante? À un certain moment, ça fait, il concentre, mais les cheveux limitants, le ribulose 1,5-biphosphate, lisse out régénéra. Est-ce que vous avez compris le point de compensation? Que ce soit pour la lumière ou là pour le CO2. Est-ce que vous avez compris ça? Et où vous êtes là? Vous dormez? Vous avez entendu ma question? Le point de compensation, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'un point de compensation? Que ce soit pour le CO2 ou pour la lumière. Donc, un point de compensation, puisque vous n'avez pas répondu, donc, point de compensation, c'est là où démarre la photosynthèse, où les échanges sont nuls. La photosynthèse, la respiration. Donc, elle démarre, la photosynthèse, il va démarrer. Lorsqu'on va parler d'un point de compensation pour la lumière, ce qu'on va trouver l'axe des abscisses, c'est toujours les intensités lumineuses. Par contre, si on parle d'un point de compensation pour le CO2, ce qu'on va trouver l'axe des abscisses, c'est des concentrations en CO2. L'axe des ordonnées, il sera le même. C'est toujours l'intensité photosynthétique qui est normalement donnée en micromoles de CO2 ou de l'oxygène libéré ou CO2 absorbé par mètre carré par seconde. Donc, l'axe des ordonnées est le même parce que normalement, on est en train d'étudier le processus de photosynthèse en fonction de facteurs de l'environnement. Deux facteurs de l'environnement, les plus importants, la lumière, le CO2. Donc, lorsqu'on va dire un point de compensation, c'est-à-dire là où va démarrer la photosynthèse. Mais lorsqu'il va démarrer, l'augmentation de l'intensité lumineuse, par exemple, lorsqu'on va étudier la lumière, va augmenter et l'intensité photosynthétique va augmenter jusqu'à arriver à un maximum où la lumière n'est plus facteur limitante. Donc, la lumière n'est plus facteur limitante. Donc, la courbe, le plateau. On va atteindre le plateau. Et donc, on atteint le plateau parce que on atteint le plateau. Donc, là, c'est là où il est facteur limitante, la lumière. Donc, une augmentation de l'intensité lumineuse augmente l'intensité photosynthétique jusqu'à arriver à un point où il n'est plus limitant. Ce qui va être limitant, c'est le CO2. Donc là, on atteint le plateau.
Ça, c'est pour les plantes C3. Si on compare les plantes C3 et les plantes C4, le point de compensation pour la lumière, il est le même. Ce qui va différer, c'est quand est-ce qu'on va atteindre, normalement le maximum. Donc, là, le maximum pour les plantes C4, il est beaucoup plus important que les plantes C3. L'intensité photosynthétique, elle est toujours beaucoup plus importante pour les plantes C4 que pour les plantes C3. L'intensité photosynthétique, la quantité de CO2 qui est absorbée, elle est beaucoup plus importante. Parce qu'ils ont deux endroits où se fait l'assimilation du carbone. Le point de compensation, il est différent. Donc, pour le CO2, pour la lumière, il est le même. Pour le CO2, il est différent. À des faibles concentrations, la photosynthèse démarre. Elle va démarrer, mais des faibles concentrations, on va atteindre le maximum, parce qu'on est obligé d'attendre le recyclage le rubulose 1,5 biphosphate, qui va devenir facteur limitant. OK? Donc, on va passer la température. Les températures élevées entraînent une chute de l'intensité photosynthétique à cause de la dénaturation du protoplasme. Donc là, la dénaturation, ça sous-entend la dénaturation de l'appareil photosynthétique ou là. Donc, la photosynthèse commence à des températures minima. On peut trouver chez des plantes qui vivent dans des températures inférieures à 0. Pour certaines espèces, à moins 35 degrés, la photosynthèse peut démarrer, mais il suffit d'avoir la lumière. Là, la fermeture des stomates, mais si la plante ne ferme pas ses stomates, on pourra assister à un endommagement de l'appareil photosynthétique. D'accord? Là, j'ai parlé d'un seul facteur qui est la température. Mais comme j'ai dit, tous les facteurs qui influencent l'ouverture et la fermeture des stomates vont influencer la photosynthèse. Pardon. Là, on va essayer de voir le transport, la distribution et l'utilisation des photoassimilants. Donc, je les photoassimilants. Qu'est-ce que c'est que les photoassimilants? Pardon, avant de passer ça, la courbe qu'on n'a pas encore corrigée. Le document qu'on n'a pas encore analysé, qui normalement étudie des facteurs qui influencent la photosynthèse. Ça, on l'a vu. On est là. D'accord. Est-ce que vous avez le partage? Vous voyez ça devant vous? Est-ce que vous voyez le document? Non, madame. Non, ما عندكمش le document? Le problème chez moi, peut-être. Non, madame Keiban. Iban. Madame, pas encore. بقات غير présentation. Je vais arrêter. Je vais arrêter ou je vais partager la courbe. D'accord? ودابا كتبان لكم؟ Madame. كتبان دابا la courbe. D'accord. Oui, Oui, madame. Oui, madame. Ok. D'abord, ce que je veux, c'est que qu'on fasse l'analyse et l'interprétation. Donc là, je ne vais pas écrire de phrases pour vous. Je veux que vous fassiez ça vous-même. Donc, on a le document, la transpiration et la photosynthèse. J'ai dit que la photosynthèse, il est influencé par les facteurs de l'environnement qui influencent l'ouverture et la fermeture des stomates. Donc, on a deux graphes qui, normalement, traduisent
la transpiration et la photosynthèse d'une plante adaptée au milieu aride lorsque l'eau est suffisante, à gauche, et lorsque la plante souffre de sécheresse. Donc, on a un stress hydrique. Et donc là, je veux une comparaison. Donc là, bien sûr, le taux de la photosynthèse en milligrammes de CO2 par heure par décimètre carré, pareil. Et ce qu'on a en abscisse, c'est la journée, le temps, au cours de la journée. Donc là, on a photosynthèse et là, on a transpiration. On commencera par le graphe qui est à gauche. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Allez-y. Qu'est-ce qu'on a? On a deux courbes où on a le démarrage de la photosynthèse le matin et on a la nuit vers 18 h. Machine la nuit, vers 18 h, la fin de l'après-midi, on n'a plus de photosynthèse. Vous voyez là, on n'a plus de photosynthèse, zéro. On a fermeture de stomate. Yalla, je veux des volontaires. Qu'est-ce qui va influencer? D'abord, c'est une plante C3 ou une plante C4? Ou là, une plante K, c'est quoi? C'est une plante CAM ou là, une plante C3 ou là, une plante C4? Latifa, alors ici, elle m'a dit une plante CAM. Pourquoi? La Alami m'a dit une plante C4. Et là, c'est une plante C4. Alors, on va voir, est-ce que c'est une plante C4 ou une plante C3? D'abord, on va trancher entre plante CAM, ou plante CAM ou la machine plante CAM. Est-ce que c'est une plante CAM? Non, et pas de plante CAM. Alors, parce que les stomates, ils sont... Parfois, on observe que la transpiration autour de la nuit, autour du jour. Et l'ouverture des stomates se fait la journée. Donc, hidna plante CAM. Donc, les stomates, ils sont ouvertes pendant la journée. Donc, la plante C4 parce qu'on a l'ouverture du stomac au jour et la fermeture des stomates à la nuit. Ça peut être C3, ça peut être C4. D'abord, elle a les facteurs qui nous permettent de dire wesh, c'est une plante C3 ou une plante C4. Wesh, est-ce qu'on peut, rien que pour ça, dire est-ce que c'est une plante C3 ou une plante C4? Est-ce que vous avez compris la question? Donc, plante CAM, machi plante CAM, elle a un argument pour dire que ce n'est pas une plante CAM parce que c'est une plante qui ouvre ses stomates la journée. Donc, ce n'est pas une plante CAM. C'est une plante qui est adaptée au milieu aride, oui, mais donc là, ça peut être une plante C3 et ça peut être une plante C4. Je les arguments pour dire que c'est une plante C4 ou une plante CAM, une plante C3 ou une plante C4. Ce qu'on a des arguments. C'est soit des arguments biochimiques, soit des arguments anatomiques ou structuraux. D'accord? Donc là, on peut dire que c'est une plante C4, c'est une plante normalement qui est un milieu aride. Mais rien ne justifie de dire que c'est une plante C4 ou une plante C3. D'accord? Donc là, on ne peut pas, même que c'est une plante C3, une plante C4. Vous m'excuserez une minute, Léco. Ça fait ici. Donc, j'ai dit que les arguments qui nous permettent de différencier entre une plante C3 et une plante C4, c'est un argument métabolique, yani enzymatique.
شنو هو la première molécule qui est synthétisée ou le premier composé synthétisé suite à l'assimilation du carbone. Il a qu'un composé à 4 carbones, on va dire que c'est une plante C4. Un composé à 3 carbones, on va dire que c'est une plante C3. Donc là, on ne peut pas, mais on peut donner une hypothèse. Les HIA, puisque c'est une plante qui est adaptée au milieu aride, où elle est obligée de fermer à chaque fois ses stomates, donc d'ouvrir, de fermer ses stomates. Donc, il y a de fortes chances que ce soit une plante C4 qui s'adapte à les conditions de fermeture et d'ouverture. D'accord? Mais là, on ne peut pas dire est-ce que c'est une plante C3 ou la plante C4. Ok, on a répondu d'abord à la question. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ok. Oui, madame. Donc, هنا ما عندناش كيفاش نجزمو ما نقدروش. Là, donc c'est une plante qui ouvre ses stomates la journée et qui va la fermer et qui va fermer ses stomates la nuit. Donc cette ouverture, il se fait progressivement jusqu'à midi, où on a le maximum d'ouverture des stomates qui coïncide avec le maximum de l'intensité photosyntétique. Là, on est dans des conditions favorables, lorsque l'eau elle est suffisante. D'accord. Donc, lorsque l'eau elle est suffisante, l'intensité photosynthétique elle est importante. On atteint un maximum qui est à peu près 11 mg de CO2 par heure par décimètre carré la journée. Lorsqu'on va comparer les taux nets de photosynthèse pour cette plante, lorsque la plante souffre de sécheresse, on va voir que ça ne dépasse pas les 6 mg par CO2. D'accord? Donc là, lorsqu'on va essayer d'analyser, je veux que vous analysez les deux en même temps. Les conditions normales, les conditions où l'eau est suffisante. Oui? Madame, il a هذيك l'hypothèse ديال les plantes C4 كيكونوا في les milieux arides شفنا حتى بلي les plantes كامرة adaptées aux conditions désertiques. Oui, mais quel est le فرق? هنا, est-ce que les stomates ils sont fermés la journée? Non. Donc, محلولين les stomates la journée, donc là. Donc, مشاو les plantes كام. فهمتيني قلت لك هذيك c'est une hypothèse. On peut dire que c'est peut-être une plante C4 puisqu'il est dans un milieu qui est aride. D'accord? Mais normalement, même avec les données, ces données qu'on a, on va dire que ça peut être une plante C3 ou une plante C4. Les arguments qui c'est une plante C4, il y a le composé qui est synthétisé. Il y a 4 carbones ou là. Il y a deux endroits où se font l'assimilation du CO2. Est-ce que c'est une plante? Maintenant, on a un graphe où on a comparé l'activité de la rubisco la journée ou la nuit. Est-ce que l'activité de la phosphoénol pyruvate carboxylase, etc. Là, oui, on peut. Mais là, c'est le cas d'une plante C3 et une plante C4. D'accord? Là, je reviens d'abord le facteur qui influence la photosynthèse. Donc là, il y a un facteur donc normal, le facteur qui est des conditions normales, c'est le facteur qui va influencer l'ouverture des stomates la journée, la lumière, et donc ça va influencer en même temps la photosynthèse. Par la suite, on va atteindre un maximum, le facteur qui va influencer dans la photosynthèse ou la température, qui va induire donc des températures à midi, un ensoleillement maximum, ça entraîne une fermeture des stomates. Une fois les stomates ils sont fermés, la photosynthèse elle va commencer bien sûr à diminuer jusqu'à s'annuler lorsque les stomates sont fermés complètement. Donc il n'y a plus d'absorption de CO2. D'accord? Donc là, il a les facteurs qui influencent. Il y a les facteurs de l'environnement, la lumière et la température. OK? Là s'ajoute un autre facteur, le stress hydrique. Donc le statut hydrique, il va influencer. Vous voyez, la plante, il va ouvrir à 8 heures du matin ses stomates. Donc il va ouvrir les stomates, mais là vous voyez l'ouverture des stomates, elle est faible si on compare
Donc là, c'est la transpiration. Si on compare l'ouverture des stomates, ce qui est transpiré, il est très peu parce que la plante, elle est en manque d'eau. Elle a des conditions de stress. Donc, les stomates, les stomates ils sont ouvertes, le taux d'ouverture des stomates, il est faible. Le taux de transpiration, il est faible. Le taux de transpiration, il est faible. La quantité de l'eau qui sort, elle est faible. Donc, la quantité de CO2 qui est absorbée, elle est faible. Donc, là, vous voyez la photosynthèse, le maximum. Il ferme. Vers 11 heures, ça fait la lumière, l'intensité lumineuse est importante ou la température vers 11 heures. Donc, il ferme. La fermeture, vous voyez, midi, ou progressive. Ou il ferme, les stomates fermés en fin d'après-midi. Là, midi, complètement, il est complètement fermé. Ou quand tu là, vous voyez, lorsque les températures ils sont tempérées, donc les températures élevées, la photosynthèse, elle ferme ses stomates. Donc là, c'est une adaptation que fait la plante pour absorber le CO2 et pour minimiser les pertes d'eau. D'accord? Donc, si on veut faire d'abord, on veut faire des phrases. Donc, je ne vous demanderai pas d'écrire des paragraphes. Normalement, c'est des phrases. Là, on est des scientifiques, mais chez des littéraires, la rédaction des littéraires. Si on connaît les mots-clés, donc là, c'est l'étude, il y a les facteurs de l'influence des facteurs de l'environnement sur la photosynthèse. Donc, les graphes, ils vont parler des facteurs. Donc, qui sont les facteurs qui influencent? Donc, le graphe qui est à gauche, il y a l'intensité lumineuse, il y a la température. Le graphe qui est à droite s'ajoute le manque d'eau, le stress hydrique. Donc, premier point, c'est que le stress hydrique influence le taux de photosynthèse. L'intensité photosynthétique, elle est beaucoup plus faible que lorsqu'on est dans des conditions d'eau suffisantes. D'accord? C'est le premier point à relever. Le deuxième point. Oui. D'accord. Donc, les graphes, ils parlent de quoi? Les graphes, ils parlent des facteurs de l'environnement qui influencent la photosynthèse. D'accord? À gauche, on a deux facteurs de l'environnement qui influencent, qui sont l'intensité lumineuse et la température. Donc, l'intensité lumineuse qui permettra donc, le démarrage de la photosynthèse. Donc, si on veut interpréter, on veut faire entrer une phrase ou deux qui parle comment l'intensité photosynthétique influence l'intensité lumineuse influence la photosynthèse. Donc, qui va me dire une phrase? Une phrase. Réfléchissez. Répétez la question, madame, s'il vous plaît. J'ai dit que si on veut parler, donc là, normalement, on va dire analyse, interprétation en même temps. D'accord? Donc, le graphe qui est à gauche, on a le facteur qui influence la photosynthèse, il y a l'intensité lumineuse. D'accord? Donc, il a comment l'intensité lumineuse influence la photosynthèse. Comment la lumière, on vient de le voir, comment la lumière influence la photosynthèse. قلنا
qualitativement. Qualitativement, les radiations qui sont donc, on a le démarrage. Vous voyez, ça démarre. À peu près 7 heures du matin, la photosynthèse, elle démarre. La photosynthèse, c'est ce que vous avez là. Elle démarre, on goulot vers 7 heures du matin, il a démarré. Donc, elle démarre. La photosynthèse, elle démarre. Ça veut dire que les radiations, elles sont suffisantes pour faire quoi? Pour faire la photosynthèse. Oui, mais la photosynthèse, il y a la phase normalement dépendante de la lumière. La lumière bleue. Là, ما كنهضرش على بالنسبة la photosynthèse, on l'a dit, que ce soit la lumière bleue, que ce soit la lumière très bien ça, c'est la phase claire qui est dépendante de la lumière. Donc là, l'intensité lumineuse, les radiations, ils sont suffisants pour exciter les pigments photosynthétiques pour le déroulement de la phase claire. Donc une fois la phase claire elle démarre, la photosynthèse elle démarre. Donc là, le démarrage de la photosynthèse, ça veut dire que la lumière, فهمتوني انها اشنا هي la photosynthèse elle démarre. يعني la plante commence à absorber le CO2, elle assimile le CO2. Elle assimile le CO2, ça veut dire le cycle de Calvin qui est le déroulement ديالو. باش نوصل le cycle خاص تدوز déjà la phase claire. يعني le transport cyclique et acyclique des électrons. يعني اش يعني كاينه l'excitation ديال les pigments photorécepteurs. Donc là, غادي نقولوا la photo. Madame Oui. Madame, عندنا بالنسبة l'énergie lumineuse كتكون captée par le chlorophylle présent dans les parties photosynthétiques dans la feuille et permet de convertir l'eau et le CO2 de l'air en matière organique. Oui, mais هنا أنا بغيت غير une seule phrase. شنو هي la phrase? هي يقولوا بأنه donc le facteur de l'environnement qui est normalement qui influence la photosynthèse, c'est l'intensité lumineuse. Au démarrage, la lumière le matin, la lumière donc c'est ce qu'on facteur limitant. On a le démarrage qui normalement augmente, l'intensité photosyntétique augmente avec l'intensité lumineuse. D'accord? Puisque la qualité de la lumière influence la photosynthèse. هادشي اللي غنبغي نسمع غادي نبغي le mot clé هو اما تقولوا لي la qualité de la lumière ولا تقولوا لي les radiations. D'accord? C'est-à-dire les longueurs d'onde. Ils sont suffisants pour le démarrage et plus on avance la journée, plus l'intensité lumineuse elle est importante et plus la photosynthèse elle est importante. D'accord? Et là, vous pouvez corréler les hybrides, un peu de rendre encore meilleure l'interprétation. L'intensité lumineuse elle est suffisante pour le démarrage de la photosynthèse. Ça veut dire qu'elle est suffisante pour l'excitation des pigments. Ça veut dire que les radiations lumineuses ou l'intensité lumineuse, ces longueurs d'onde sont suffisantes pour l'excitation des pigments photosynthétiques. Et cette lumière qui domine la journée, c'est la lumière bleue, permet également l'ouverture des stomates. Point. Donc, l'ouverture des stomates permet l'entrée du CO2, puisque l'assimilation du CO2 se fait via les stomates. D'accord? Une fois donc, on atteint à midi, c'est le maximum normalement d'ouverture des stomates, puisque c'est le maximum de transpiration. Là, il y a un deuxième facteur qui s'ajoute, le facteur température. Et donc, la plante, pour ne pas perdre, vous vous rappelez le graphe. Et là, l'ouverture des stomates, vous voyez, on atteint le maximum. Qui est le facteur qui détermine la température. Donc,
Donc, un deuxième facteur qui s'ajoute, qui est la température. Et la température, il influence l'ouverture et la fermeture des stomates. Donc, on atteint le maximum. Après midi, les stomates commencent à se fermer. Et donc, si les stomates se ferment, ça veut dire la teneur de CO2 qui est normalement absorbée par la plante diminue. Et donc, automatiquement, l'intensité photosynthétique, il est faible. Donc, vous voyez, c'est que شنو هو le CO2 شنو هو اللي qui va influencer حيت les stomates هنا l'intensité lumineuse ما عندناش مشكل ديالها عندنا elle est suffisante ما كيكونش facteur limitant. Donc qu'est-ce qui est facteur limitant هو هاد la fermeture des stomates, la concentration de CO2 disponible à la plante. Donc هنا la plante ما كيبقاش يدخل لها le CO2 parce que les stomates commencent à se fermer. Donc la quantité de CO2 les disponibles à la plante, d'accord? Donc, si je veux récapituler, je veux dire, on a facteur de la lumière, facteur de la température. La température, il influence l'ouverture et la fermeture des stomates. Et donc, ce qui va influencer la disponibilité du CO2. Donc, au départ, la photosynthèse, elle démarre lorsque les radiations ou la qualité de la lumière il est suffisante pour l'excitation des pigments photorécepteurs. Cette lumière, la lumière qui domine le matin, c'est la lumière bleue qui permet l'ouverture des stomates. D'accord? Donc, qui permet l'ouverture des stomates. L'ouverture des stomates, ما كتبداش يعني كنطلعوا هكا d'un seul coup. Il est rapide, elle est progressive. Donc, l'ouverture des stomates, il est progressive et la concentration de CO2 plus l'ouverture des stomates augmente, plus la photosynthèse, normalement, l'intensité photosynthétique augmente. En attendant, on attend le maximum lorsqu'on a le maximum d'ouverture des stomates. D'accord? La fermeture des stomates due à l'augmentation de la température influence également la photosynthèse puisque dès que les stomates commencent à se fermer, l'intensité photosynthétique commence à diminuer puisque la fermeture des stomates veut dire diminution de la concentration de CO2. Là, le graphe qui est à droite, qui normalement parle d'une plante qui souffre d'un stress hydrique, on a l'intensité photosynthétique au cours de la journée qui est très faible comparée à des conditions normales, des conditions où l'eau est suffisante. Donc, le stress hydrique, c'est un facteur qui limite la photosynthèse. Comment? En influençant la fermeture des stomates. Pourquoi la plante va fermer ses stomates? La plante va faire des cycles d'ouverture, de fermeture des stomates au cours de la journée pour limiter la transpiration. Donc, limiter la perte d'eau, puisqu'il est en condition de stress hydrique. Et donc, cette fermeture des stomates va, encore une fois, limiter la concentration de CO2 pour la plante et donc influencer la photosynthèse. D'accord? Donc, هنا ما غاديش ندخلوا في les détails ونهضروا على les stomates ouvertes, عندنا le cas plus, عندنا le malade, عندنا non. Ce qui est important هنا هو نديروا le lien بين la transpiration ou la photosynthèse. La transpiration شنو هي l'ouverture des stomates là où transpire la plante, il assimile le CO2. Lorsque la transpiration diminue, l'assimilation de CO2 diminue. Donc, on a l'arsenal enzymatique. Même si là, la phosphoénol pyruvate, ou la rubisco, toutes les enzymes du monde, elles ne peuvent pas faire de la photosynthèse. Il n'y a pas le CO2. Si les stomates sont fermés, ça y est, c'est fermé. Il n'y a plus de CO2 disponible à la plante. Est-ce que vous avez compris? Donc, là, les facteurs de l'environnement, on a
la lumière, la température, on a le statut hydrique. Le statut hydrique influence donc la transpiration et donc influence l'ouverture et la fermeture des stomates. Donc, il est donné la corrélation avec les plantes CAM. La plante CAM, ما كتبقاش دير هاد les cycles d'ouverture de fermeture. Elle ferme complètement la journée. Donc, s'il ferme complètement la journée, ما كتاسيميليش le CO2 atmosphérique. Il agit نعبرو l'intensité photosynthétique, يعني le dégagement ديال l'absorption de CO2 غنلقاه il est nul, c'est fermé. Le CO2 absorbé, il sera absorbé la nuit lorsqu'il va ouvrir ses stomates. Là, c'est une plante qui fait des cycles d'ouverture et de fermeture des stomates relativement à la température, parce que là, ce qui influence à l'ouverture ou la fermeture, c'est la température. Puisque lorsque la température elle est importante, quel est le risque d'y avoir l'évaporation. Donc la plante, elle ferme. Lorsque les températures sont clémentes, elle ouvre. Donc elle va ouvrir, donc s'il va ouvrir, il y aura le CO2 qui va entrer, et le CO2 qui va entrer va permettre à la plante de faire la photosynthèse. D'accord? Vous m'avez le point là? Oui, madame. Donc, Anna, je veux que vous fassiez une toute l'interprétation, que vous écriviez l'interprétation, ou Inch'Allah, la semaine prochaine, ملي نتلاقاو غادي نهضروا غادي نشوفوا l'interprétation. Je veux que vous écriviez, vous, l'interprétation. D'accord? Donc, je reviens le cours. Donc, je pense avec ce document, on aura terminé le TD. Ça, on l'a vu, le calcul. Donc, on aura terminé le TD. Donc, je partage le cours. أستاذة؟ نعم. ياك أستاذة غتصيفط لنا حتى التدي هذا. هذا اللي درنا دابا le document 2. Le document 2, je veux que vous écriviez tout l'interprétation. Bien sûr, je veux que vous fassiez l'effort d'écrire. Vous êtes gâtés, normalement, le cours d'IALI, ce que vous avez fait les vidéos, je le donne à personne. عندكم déjà les vidéos, je vous ai envoyé les vidéos. L'oula, عندكم l'explication. Celle-là, les explications, les interprétations. Donc, عندكم كل شيء. عندكم كل شيء دابا نتوما. Mais je veux que vous fassiez l'effort quand même de faire l'interprétation de le document 2. On va le corriger, Inch'Allah, probablement la semaine prochaine, on va terminer. Donc, probablement, forcément, parce que là, on a presque terminé le cours. D'accord? On va dire une séance, bien sûr, de révision. madame. نعم. Donc, هذا الفيديو هذا مع الفيديو ديال 23 أستاذة صيفطتيهم لنا ولا مازال؟ لا ماشي فيديو حتى نسالي لو كور كومبليتمون ونسالي لا ريفيزيون معكم. D'accord? Ou peut-être que je vais faire un prix à qui envoyer شكون اللي تيحضر معايا دائما. D'accord? Donc, بالنسبة ليا d'abord فهموني نقول لكم ومن بعد الفيديو vous les aurez ما كاينش مشكل. Donc, il y a une partie qui est également d'une importance pour la plante. Il y a le transport. On a vu le transport de la sève brute. Je sais pas comment elle se fait. Qui peut me rappeler comment se fait le transport de la sève brute? Un transport radial et puis le transport vertical. Puisqu'il y a deux types de transport pour la sève brute. Qui peut me rappeler? Madame, avec la question. Le transport radial et vertical. Pour le transport vertical se fait par trois méthodes. Trois mécanismes. Trois mécanismes. La première est la poussée racinaire. Oui. La deuxième, c'est la capillarité. La troisième, l'évapotranspiration. Et classer les mécanismes selon l'ordre d'importance, le plus important, le moins important. La capillarité.
radiculaire. Le plus important. C'est l'évapotranspiration. Mhm. Après la poussée radiculaire Et la capillarité. et la capillarité. Ça, c'est le transport vertical. Le transport radial, il se fait comment? Selon 3 voies. Ça, c'est les voies, mais il se fait selon un transport passif. C'est un transport passif par osmose et se fait selon 3 voies. D'accord? شنو هاد les voies? Je veux entendre d'autres étudiants ou là, écrivez-moi. Abdelhak Safi. Je veux entendre d'autres étudiants. Merci. La voie. Ok. Madame, Pour le transport radial, on a 3 voies. C'est la première, le voie transmembranaire. La deuxième, c'est la voie du symplasme. C'est un Et plasmique. le troisième voie, c'est de l'apoplasme. Apoplasmique. D'accord. Ça, c'était le transport de l'eau et des éléments minéraux. Là, aujourd'hui, on va parler du transport et de la distribution des photoassimilants, yani le transport de la sève élaborée. La sève élaborée, vous vous rappelez le barah, lorsqu'on a parlé des C3 qui sont issus du cycle de Calvin, si la plante veut stocker les glucides, il va former l'amidon à l'intérieur des chloroplastes. Sinon, il va former du saccharose. Il va faire sortir le C3, former le saccharose au niveau du cytoplasme, qui sera exporté, donc transporté, distribué et utilisé par d'autres organismes. Donc là, on va parler de le premier point, où la relation source-puits. Yani la source, on a les feuilles. Le puits, c'est là où seront stockés les photoassimilats. Les photoassimilats, c'est principalement les sucres. Donc, les organes sources, puis, et la circulation des sèves. On commencera par ça. Donc, on a le xylème qui fait circuler la sève brute, on a les gna, l'eau plus les minéraux. Donc, des racines vers les voies aériennes. Donc, ce qui est en rouge. Et on a vu qu'au niveau radial, c'est un transport toujours par osmose, un transport passif. Là également, c'est un transport passif en utilisant 3 voies, une voie transmembranaire, une voie apoplasmique, une voie symplasmique. Au niveau de l'endoderme, en arrivant ici, au niveau du xylème, pour qu'il y ait la montée, la voie normalement transmembranaire, il disparaît. Il n'y aura que la voie symplasmique qui va fonctionner. Le transport vertical se fait via donc 3 mécanismes, poussée radiculaire ou racinaire, capillarité ou transpiration, qui font monter la sève brute. Là, la sève élaborée, elle va normalement distribuer les photoassimilats des feuilles vers des organes puits, les fruits, les jeunes feuilles. Alors, les jeunes feuilles, parce qu'au niveau des jeunes feuilles, on a besoin des sucres pour construire les protéines, pour construire normalement, c'est la construction des bourgeons, les parois, etc. Donc, il y a la construction. Il y a les glucides, il y a l'énergie qui permet à la plante de construire. Donc, les organes sources, les organes puits. Donc, les organes sources, on a les feuilles. Les organes puits, c'est les jeunes organes où on a normalement la croissance de la plante, où on a la constitution, et les organes et les fruits, on a le stockage. Donc, les organes sources sont les organes qui produisent l'assimilat, les photoassimilats, qui sont nécessaires pour leurs propres besoins. Ce sont des producteurs et exportateurs. On a les feuilles matures. Les organes puits, ce sont les consommateurs et ce sont des importateurs. Donc, c'est les organes jeunes, c'est les fruits et c'est les racines également. Parce qu'au niveau des racines, la plante, vous vous rappelez, 25% de la respiration au niveau de la racine, il est fait pour échanger et normalement se nourrir, prélever les éléments nutritifs, principalement l'azote.
Donc là, on va voir qu'au niveau de la sève élaborée, on a beaucoup de sucre, 300 grammes par litre, des acides aminés, des minéraux, quelques protéines, des hormones, des traces. Là, vous voyez le pH, il est acide, la sève brute. Il est plutôt basique, la sève élaborée. La vitesse de circulation, il est très rapide, 1 à 60 mètres par heure, à peu près 1 mètre par heure. Il est très, très, très faible. La vitesse, elle est faible. Donc, les sucres qui sont transportés sont non réducteurs. Le saccharose, les polyols, les oligosaccharides. La sève brute de certains arbres contient également des sucres. Certaines plantes, dans certaines plantes, on peut trouver des sucres dans la sève brute. D'ailleurs, le sirop d'érable, il est connu. D'accord? Donc là, on va voir comment se fait ce transport et cette distribution des photoassimilats qui sont normalement produits au niveau des organes sources, les humas, les feuilles matures. Donc, ça se fait, la distribution et le transfert se font via le phloème. Donc, le phloème, c'est un tissu conducteur. Il est constitué de quoi? De cellules criblées, donc des cellules allongées, à parois épaisses, vivantes, mais anucléées et pourvues d'un cytoplasme appauvri. Donc, pas de vacuole, de ribosome, de cytosquelette, peu d'organismes. Donc, au contraire, des vaisseaux de xylème où normalement, c'est des cellules mortes, vides, où il n'y a rien. Là, c'est des cellules vivantes, mais qui ne possèdent pas de noyau. Et normalement, pour rester vivantes, ils ont besoin de cellules compagnes qui vont les nourrir. Donc, les tubes criblés, c'est quoi? C'est des enchaînements de cellules criblées. Des cellules criblées, ça veut dire qu'ils font des trous. Des cellules criblées séparées par des plaques criblées. Les plaques criblées. Donc, il y a une cellule compagne, des cellules compagnes plutôt qui subviennent aux besoins métaboliques des cellules criblées et transportent leur assimilat des cellules sources aux tubes criblés via les plasmodesmes. Donc là, vous voyez une cellule criblée, c'est ce que vous voyez, c'est des trous. Et là, vous voyez une cellule compagne. D'accord? Donc, comment se fait le transport? Il se fait en 3 étapes. On va charger le phloème, il y aura un transport longitudinal, il y aura un déchargement. Donc, lorsqu'on parlait, pour faire toujours la comparaison entre la sève brute et la sève élaborée. La sève élaborée, on a l'absorption de l'eau et des éléments minéraux, on voit le chargement. Donc, on a le chargement. Puis, on a le transport radial et vertical. Et là, on a le chargement, dit le phloème, le transport longitudinal et le déchargement. Donc, on va voir comment se fait le chargement du phloème. Les cellules photosynthétiques du parenchyme phloème au parenchyme phloémien vers le phloème. Qu'est-ce que le parenchyme phloémien? C'est le parenchyme qui entoure le phloème. Donc, ça se passe toujours au niveau des feuilles matures. Donc, on a des cellules photosynthétiques au parenchyme phloémien et se fait par voie symplastique. Une cellule via les plasmodesmes. Donc, du parenchyme au complexe conducteur. Donc, les cellules... Pardon. Le complexe conducteur, ce sont les cellules compagnes plus les tubes criblés. Donc, certaines espèces utilisent une voie symplastique. D'autres espèces utilisent la voie apoplastique. Donc, on peut trouver les deux voies, symplastique et apoplastique. Donc, le mésophile, la gaine périvasculaire, les cellules compagnes. Donc, c'est le parenchyme, normalement, qu'on a au niveau des feuilles. Pour passer les cellules de compagne, c'est toujours une voie symplastique. C'est ce que vous avez en bleu. D'accord? Certaines espèces continuent toujours à faire charger les cellules criblées. On doit charger les cellules criblées là où va se faire le transport longitudinal. D'autres espèces utilisent les cellules compagnes. Utilisent donc la voie apoplastique
au niveau des cellules compagnes pour faire passer les cellules compagnes. Ou les cellules compagnes, on a la voie apoplastique. La voie symplastique, mais les cellules compagnes, les cellules criblées. Donc, on va voir quand est-ce qu'on a la voie apoplastique, quand est-ce qu'on a la voie symplastique. Donc, les espèces qui ont très peu de plasmodesme autour du complexe conducteur. Donc, les espèces qui ont très peu de plasmodesme, donc, elles n'utilisent pas la voie symplastique, ils vont utiliser la voie apoplastique. Donc, libération du saccharose dans la paroi des cellules du parenchyme phloémien, on aura un cotransport actif du saccharose avec les protons dans les cellules compagnes. Donc, c'est un transport unidirectionnel qui va faire entrer les sucres, l'apoplasme, les cellules compagnes. Donc, accumulation de saccharose dans la sève élaborée. La voie symplastique, les espèces avec de nombreux plasmodesmes autour du complexe conducteur, elles peuvent utiliser la voie symplastique. Donc, pour accumuler les sucres dans le phloème et éviter leur reflux, pour qu'il n'y ait pas un retour, donc, il y a le glucose, le fructose, ça donne le saccharose. Le saccharose, donc, il passe via les plasmodesmes vers les cellules de compagnie. Pour qu'il n'y ait pas le retour, ils vont le piéger par des polymérisations. Donc, conversion de saccharose en trisaccharide dans les cellules intermédiaires, les endo, la taille beaucoup plus importante, pour qu'il n'y ait pas un retour, un reflux. Et donc là, les cellules compagnes vont pouvoir charger par voie symplastique les cellules criblées. Donc ça, c'est le transport radial, le chargement. Le chargement des cellules criblées où il y aura le transport normalement longitudinal. Je reviens pour réexpliquer. Donc le chargement du phloème, yani le mésophile ou la gaine périvasculaire où se font la photosynthèse, les cellules compagnes, le parenchyme phloémien, donc les cellules criblées. Donc, il y a deux voies. Imma la voie symplastique, imma la voie apoplastique. Et ça va dépendre de l'espèce. Donc, la voie symplastique, les espèces les plasmodesmes, qui ont de nombreux plasmodesmes autour du complexe conducteur. Je le complexe conducteur qui est dans la cellule compagne ou qui est les cellules criblées. Il a les plasmodesmes, mais ils utilisent la voie symplastique qui a un seul problème, le risque de retour, le reflux, les sucres. Donc, un système de polymérisation qui piège le saccharose au niveau des cellules compagnes. Donc, il forme un trisaccharide les cellules intermédiaires, les cellules compagnes, avant de les transporter, les cellules criblées. La voie apoplastique, on la voit chez qui? Il est utilisé chez les espèces qui ont très peu de plasmodesme autour de complexes conducteurs. Donc, dans ce cas, libération le saccharose au niveau de la paroi, et au niveau de la paroi, il y a un transport, un cotransport actif. Donc, la pompe à protons va utiliser l'ATP, donc c'est un transport actif primaire ou secondaire? C'est primaire ou secondaire? Le transport. Le transport primaire. Actif primaire ou secondaire? Là, Secondaire. Secondaire, actif secondaire, puisque le transport du saccharose, le transporteur du saccharose n'utilise pas lui-même l'ATP. L'ATP, il est utilisé par la pompe à protons qui va faire sortir les H+, et c'est les H+, qui vont faire entrer le saccharose. Donc ça, c'est un transport normalement actif secondaire. C'est un cotransport unipore ou sympore, donc sympore. Donc là, c'est un sympore, machin unipore, c'est un cotransport sympore dans le même sens dans les cellules compagnes. Et donc là, le saccharose, une fois accumulé dans les cellules compagnes, il va passer par voie symplastique, donc la voie apoplastique pour la gaine, le mésophile,
la cellule compagne, ما كاينش عندهم les plasmodesmes. Une fois que la cellule compagne, l'apoplasme كيدخل ومن بعد كيجي par voie symplastique les cellules criblées. D'accord? Est-ce que c'est compris à la partie de le chargement? Donc là, on a voie symplastique, mais consomme l'énergie. Bon, il y aura une consommation d'énergie là, mais le transport, il passe par les plasmodesmes, les ouvertures qu'on a au niveau de le mésophile. On a des plasmodesmes qui entourent le complexe conducteur. Donc, ils vont le piéger par une polymérisation, on va charger les cellules criblées. Et là, non, ils vont être déversés, le mésophile va déverser la paroi de la cellule compagne où il y aura un cotransport, donc un transport actif secondaire, un sympore dans le même sens entre les protons ou le saccharose. D'accord? D'abord, le transport longitudinal de la sève élaborée. Donc, le transport longitudinal, il est simple parce que il va descendre. Donc, le transport par courant de masse, c'est un phénomène qui est passif, régi par le gradient de pression. Donc, les plaques criblées augmentent la résistance et propagent le gradient de pression. Donc, là, on charge le phloème par le saccharose. Ça devient plus concentré. L'eau va pénétrer le phloème. Une fois l'eau va pénétrer, donc c'est ce qu'on appelle le courant de masse. Et là, le courant de transpiration qui fait monter l'eau. Et là, c'est le courant de masse. Le ma qui ينزل facilement. Donc, là, le chargement du phloème, diminution du potentiel hydrique de la sève élaborée, un flux d'eau provenant essentiellement du xylème, création d'une force de pression hydrostatique positive. Donc, c'est une pression qui va faire passer, transporter la sève élaborée longitudinalement. Le déchargement, c'est la sortie des sucres qui va faire diminuer la pression osmotique, augmenter le potentiel hydrique. Donc, l'eau va revenir le xylème et donc là, baisse de la pression hydrostatique pour que le saccharose va passer au niveau des organes puits. Donc, comment se fait le déchargement? Donc là, le chargement, on a les cellules du mésophile ou de la gaine, le parenchyme phloémien, c'est symplastique. Le parenchyme phloémien, les cellules normalement compagnes, ça peut être apoplastique ou la symplastique, ça dépendra des espèces. Wesh عندهم les plasmodesmes ou la ما عندهمش. عندهم les plasmodesmes, c'est symplastique. ما عندهمش les plasmodesmes, c'est apoplastique. C'est un transport actif secondaire, un cotransport avec les H+, un syntransport. Ça veut dire il est dans le même sens. Donc, machi antipore, sympore, dans le même sens, consommateur de l'énergie. Une fois arrivé au niveau des cellules compagnes, c'est une voie symplastique qui va permettre le chargement. Le transport longitudinal, il est simple. Une fois le sucre il est à l'intérieur du phloème, donc une augmentation de la pression osmotique, puisque la concentration elle est beaucoup plus importante, une diminution du potentiel hydrique osmotique qui va faire attirer les molécules d'eau qui vont venir principalement du xylème, le phloème, et ça va faire, donc le courant de masse va transporter longitudinalement la sève élaborée. Arrivé d'abord au niveau des puits, on a un déchargement. Donc, existence également de voies de déchargement de phloème symplastique et apoplastique. Le transport doit être unidirectionnel. Décharger, on va charger. Donc, la voie symplastique, l'utilisation rapide des assimilats. Donc, sucre, acide aminé est nécessaire pour créer un gradient de concentration et maintenir le flux de sève, organes puis jeunes en développement. Ça veut dire quoi? La voie symplastique, on va la trouver lorsqu'il y aura l'utilisation rapide des assimilats. Au niveau du complexe conducteur, toujours la concentration en sucre, elle est beaucoup plus importante. Donc, c'est un déchargement qui est facile puisqu'ils ne sont pas stockés. Il est utilisé. La voie apoplastique, c'est un mécanisme toujours de cotransport actif-assimilat pour l'export des assimilats du complexe conducteur vers la paroi et de la paroi vers les cellules puits.
les organes de réserve. لأن هنا عندنا un stockage. Lorsqu'on parle d'un stockage, on parle d'une concentration qui est beaucoup plus importante. Donc, باش كي تكون la concentration il est beaucoup plus très importante. Donc, اش كيطرا خصنا ثاني un cotransport. Donc, c'est un transport actif en utilisant la pompe. D'accord? Donc, les organes de réserve, donc on a deux types d'organes puits. Il y a des organes jeunes qui vont assimiler et utiliser rapidement les photosynthétas, ou là, des organes puits de réserve où on aura le stockage. Donc, lorsqu'il y aura le stockage, c'est la voie apoplastique, donc un transport actif couplé donc le fonctionnement de la pompe à protons. Là, c'est une voie symplastique, là, c'est une voie apoplastique. D'accord? Est-ce que c'est compris de la partie? Je reprends. Donc, le déchargement, je passe le tube criblé, les organes puits. Les organes puits, on a deux sortes d'organes puits. Il y a des organes jeunes ou là, des organes de réserve. Les organes de réserve, on a le stockage. Ça veut dire quoi le stockage? Ça veut dire qu'on aura la concentration en sucre qui est beaucoup plus importante que ce qui est dans les tubes criblés. Les organes jeunes, c'est une utilisation qui est rapide. Donc, ça veut dire que les sucres qui entrent directement les voies de synthèse, les acides aminés, les acides gras, etc. Donc, là, l'utilisation, il est rapide les photosynthétas. Donc là, lorsqu'on a un organe jeune ou on a utilisation rapide, on a un déchargement via la voie symplastique. Simple. Lorsqu'on a un organe de stockage, où on a normalement les concentrations sont beaucoup plus importantes, c'est la voie apoplastique. Ça veut dire, le déchargement se fait d'abord au niveau des parois, et au niveau des parois, on aura un cotransport, parce que les concentrations, elles sont beaucoup plus importantes. D'accord? Il y a des questions? D'accord? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter la séance. Et donc, on se voit, Inch'Allah, nahar الثلاث. Donc, je pense que le mardi, on aura terminé, ou au maximum le mercredi. Donc, on aura terminé le mardi, Inch'Allah, le cours l'après-midi. Donc, il nous restera le mercredi et le jeudi pour revoir et faire des petites révisions. Et ça dépendra bien sûr de vous. Est-ce que vous allez réviser ou pas? D'accord? D'accord, madame.